journalistique, on va dire. Quel est le travail d'un journaliste avant de livrer une information à la radio, à la télévision, sur Internet. Comment les réseaux sociaux font de l'argent avec nos données personnelles. Voilà, tout ce travail d'information qui paraît vraiment important pour que les citoyens s'emparent de l'univers médiatique dans lequel ils évoluent. Et fort de cette expertise, est-ce que vous voyez là un constat plutôt alarmiste? Au contraire, on se dit, voilà, pouvant agir sur ces actions d'éducation média, il y a malgré tout une prise de conscience. Alors, il y a certainement quelque chose d'assez alarmiste. On organise souvent des soirées débats de ce type avec des parents qui nous disent être dépassés, être submergés par les temps d'écran, ne plus savoir comment fixer les règles, etc. C'est peut-être votre cas ici. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on retrouve partout dans beaucoup de classes sociales, de beaucoup de milieux. Et je pense qu'on est en train de bricoler. Ça fait 10 ans vraiment que les enfants sont nés avec cette technologie dans les mains. Au début, on ne s'est pas forcément beaucoup méfié sur un principe de précaution enfin, des discours comme ceux qu'on peut avoir ce soir n'existaient pas encore beaucoup. Et de plus en plus, les points de vigilance apparaissent quand on commence à parler d'addiction, de problèmes écologiques, de problèmes sur le sommeil, sur la concentration, sur les ondes électromagnétiques. C'est des choses qu'on pourra développer ce soir. En tout cas, on est là pour ça. Le panel est large au niveau des risques. Après, nous aussi, ce qu'on garde à l'esprit, c'est qu'on reste aussi des citoyens vigilants, intelligents, souvent plus intelligents que les technologies intelligentes. Et voilà, avec une capacité d'esprit critique assez forte, encore faut-il pouvoir la transmettre aussi dès le plus jeune âge. Et être informé et avoir tous les éléments potentiellement. Elsa Job-Pijard, donc vous étiez également une des pionnières, si on peut dire ça ainsi, pour alerter donc, les pouvoirs publics et les consciences. Je me souviens vous avoir entendu dans mon poste de radio à 13h sur France Inter et à commencer à prendre peur. Donc, pourriez-vous potentiellement nous restituer justement tous ces points d'alerte par rapport notamment aux tout petits? Oui. Alors, je vais commencer par ce que vous demandiez un constat. Donc, le premier constat, c'est que moi, je suis orthophoniste. Vous voyez, je suis venue de Paris aujourd'hui et je ne cherche absolument pas de travail, puisque, comme vous le savez peut-être, les orthophonistes de toute la France sont absolument submergés de demandes. C'est devenu très difficile d'avoir un rendez-vous en orthophonie. Et il se passe quelque chose dans le soin, puisque nous sommes dans le soin. Donc on rappelle que nous, on parle du langage, enfin on nous consulte pour des problèmes de langage, de comportement, de communication, de relation à l'autre, etc. Il y a tout ça dans le langage. C'est-à-dire qu'on se trouve à un point vraiment, à un carrefour du développement de l'enfant. Le premier constat, c'est que, je vais commencer donc à mon niveau et celui de plusieurs collègues avec qui on a eu besoin de sortir de nos cabinets pour faire de la prévention, ce qu'on appelle de la prévention primaire, c'est-à-dire de parler de comment se construit le langage chez l'enfant, et donc pas quand il entre à l'école, bien avant. Parce que l'enfant, il ne va pas se mettre à parler on-off quand il va entrer à l'école. C'est tout un travail qu'il fait jour après jour, peut-être même depuis qu'il est dans le ventre de sa maman, certainement. Donc, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe aussi qui pourrait venir perturber ça? Parce que moi, donc, mon travail, mon propos, c'est le langage et le jeu libre, qui est, comme le dit Sophie Marinopoulos, qui travaille d'ailleurs l'association Les Pâtes au beurre à Nantes, en région nantaise. Il y a un espace ouvert d'accueil pour les parents, les familles. Voilà. Et donc elle, qui est très habituée à parler de tout ça et à parler du jeu chez l'enfant, elle dit bien, le jeu, quand je dis le jeu, c'est avec ses mains, son corps, ses 5 sens, et le véritable travail de l'enfant. Ça fait une quinzaine d'années que quand je reçois des patients, je vais aller regarder chez eux finalement comment ils se sont construits, avec quoi ils ont été stimulés, si je puis dire, qu'est-ce qu'ils ont fait
finalement. Qu'est-ce qu'ils ont expérimenté? Qu'est-ce qu'ils ont expérimenté? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous voyez, comme la nourriture du corps a nourri leur corps, est-ce qu'ils ont mangé varié, etc. Qu'est-ce qui a nourri leur cerveau? Et même au-delà du cerveau, leur pensée. Et qu'est-ce qui nourrit leur langage, leur imagination, etc. Le constat, il est sans appel. Je vous le dis tout de suite, dans les 10 dernières années, cette activité sur écran tend à remplacer toutes les autres. Voilà, c'est ce que je constate. Donc on parle là d'écran sitter. Alors, quand je parle d'écran, déjà c'est une bonne chose, je crois, de définir ce que c'est que l'écran. Je parle des tablettes, de la télévision, des smartphones. Je parle d'une exposition qu'on peut appeler active, c'est-à-dire le bébé qui a de 2 ans qui a sa tablette dans la poussette, parce que vous savez qu'il y a plein de choses qui sont vendues disant que c'est formidable, l'enfant va parler anglais. On pourra revenir justement sur on y les points de reviendra. marketing. Voilà, oui, je me doute qu'on va en parler. Et donc, cette activité, petit à petit, occupe les enfants de plus en plus souvent. Et quand elle ne les occupe pas directement, elle les interrompt dans ce qu'ils sont en train de faire. Exemple, la télé allumée en permanence dans la pièce où se trouve le bébé qui joue, par exemple. Alors, avec des injonctions sociétales très fortes pour les parents, puisqu'il faut posséder toutes ces affaires, parce que c'est ça un enfant moderne, et c'est ça, c'est très anxiogène aujourd'hui, là, parce qu'on veut, on a l'impression, alors je vais laisser peut-être madame en parler après, mais il y a une espèce de pression, c'est-à-dire que si cet enfant ne possédait pas tous ses jouets, il ne serait pas performant, quoi. On veut le meilleur pour son enfant. On veut le meilleur, et quand on lit ce qui est écrit, ce qui est promis, va apprendre l'anglais, apprendre les lettres, éducatif, etc. Donc je parle de tous les jeux, y compris, j'ajoute dans ma réflexion, les jouets premier âge, parce que promenez-vous dans les rayons de jouets premier âge, tout est à pile et à boutons. Donc très proche, dans l'activité qu'en fait l'enfant, des écrans finalement. Donc c'est à peu près la même chose. Et en plus, ça conditionne les enfants à être sur les écrans plus tard. Donc voilà le constat que je fais principal. Des enfants qui font majoritairement des activités là-dessus, sur leur temps libre. Je voudrais juste vous donner un petit chiffre. C'est bien des fois d'avoir un peu des repères de nombre. Savez-vous combien de fois par jour, en moyenne, on regarde son téléphone portable, c'est-à-dire que nos yeux se posent sur notre téléphone portable. Je parle que de ça, même pas de la télé, de tout ça, parce que maintenant, tout bip, tout vous appelle, etc. Attention, je ne dis pas que tout est mauvais. Et dans cette submersion totale, je m'inclus. On est tous concernés. Voilà, on est tous concernés. Mais donc, savez-vous à peu près combien de fois? Allons-y. 300. Bon, c'est à peu près ça. En moyenne, et encore c'était il y a 200, il y a 2 ans, pardon, c'est à peu près 300 fois. Donc, faut se placer du côté du bébé qui est en train de construire la relation avec sa maman, qui passe essentiellement par le regard. Je parle hors handicap, je parle quand tout le monde a, qui passe beaucoup par le regard. Vous savez, l'accrochage du regard, l'accordage, ça se fait beaucoup par le regard. On peut déjà se demander qu'est-ce qui se passe chez un bébé qui ne connaît du monde que ce qu'on présente à lui, que ce qu'il voit directement. Donc, première question, et notamment dans tous ces échanges précoces, là, il est là aussi le langage qui va se développer plus tard. Il ne va pas arriver d'un coup. Et puis j'avais un autre chiffre. Oh, à vrai dire, j'en ai même plusieurs. Vous nous en réservez pour après? Oui, mais juste, vous voyez, quand on regarde ce que font les enfants de leur temps libre, donc par exemple, donc moi c'est très fréquent, par exemple pendant les vacances scolaires, dont je discute avec mes petits patients, et puis je suis en région parisienne. Franchement, la vie est pas simple, les gens sont très occupés, on peut pas aller dehors, c'est pas sûr, enfin bon, tout ça. Les enfants passent énormément de temps devant les écrans. Et je vois des parents qui aiment leurs enfants. Il n'y a pas de doute là-dessus. Des parents qui veulent le meilleur. On est dans une configuration qui est comme ça. Eh bien, vous voyez par exemple, 5 heures d'écran par jour pendant toute la durée des vacances scolaires, pendant
les 2 mois de vacances scolaires, ça correspond à 19 jours pleins de temps de veille de l'enfant. C'est-à-dire, on a supprimé de son temps le sommeil, le temps où il mange, où il se lave, etc. C'est exponentiel, de fait. C'est exponentiel, mais imaginez-vous que pendant quasiment 3 semaines, sur son temps de veille, l'enfant n'aurait fait que ça. 5 heures d'écran par jour, c'est ça. Voilà, je vais laisser la parole aux autres. Merci. Je fais le pont vers vous, je me tourne vers vous. Donc, Tiffany Oulélière, vous êtes psychologue clinicienne. Qu'est-ce que ça dit, en fait, de nous, de nos cellules familiales, de la société Est-ce qu'on a lâché prise, justement? Est-ce qu'on a perdu pied avec ce que l'on veut construire avec nos enfants? Ou au contraire, est-ce qu'il y a là des injonctions trop fortes? J'ai l'impression, en tout cas dans ce que je peux constater au sein des entretiens de parents quotidiennement, qu'il y a une angoisse de plus en plus massive de la solitude. Alors bizarrement, on est de plus en plus connectés, de plus en plus reliés les uns aux autres, et finalement cette peur d'être seul, et donc cette peur de ne plus être en capacité de pouvoir penser par soi-même. Je suis toujours assez frappée du fait que les parents me demandent des réponses, et cherchent les réponses partout d'ailleurs, quand vous avez un petit symptôme, quand vous êtes malade, ou quand il y a quelque chose qui vous inquiète, plutôt qu'écouter votre corps ou essayer de vous faire confiance, vous allez aller sur Internet pour regarder ce qui vous arrive, vous allez demander à une amie ce qu'elle ferait à votre place, et finalement on perd cette habitude de pouvoir se connecter à soi-même. Peut-être que c'est ça l'idée, c'est de se connecter un petit peu moins aux écrans, et puis apprendre à se reconnecter à soi et se dire là, finalement qu'est-ce que je ressens, et peut-être faire la part des choses, et peut-être que les enfants ont de plus en plus de mal aussi du coup à se connecter à eux-mêmes, à se faire confiance. L'apprentissage peut-être est rendu de plus en plus compliqué par ça, puisque tout est tout de suite en fait. On est dans cette société un peu de l'immédiateté. Avant, je me souviens, alors je suis pas très vieille, mais on allait développer nos photos et puis on attendait avec impatience de retrouver le résultat de nos photos. Et cette patience, je pense, était assez constructive et assez structurante pour notre psychisme. On n'attend plus beaucoup et je pense que c'est compliqué. Les parents non plus n'attendent plus beaucoup. Tout est un petit peu tout de suite et je pense que ça pose pas mal de soucis et ça crée une difficulté à être seul avec soi-même, je pense. Donc on comble beaucoup de vides. Quand on s'ennuie, on allume son smartphone pour essayer de ne pas être seul. C'est une illusion, peut-être, d'être ensemble pour casser cette peur d'être face à soi. Merci. Anne-Françoise Perroux-Leclerc, vous pouvez compléter, si vous voulez, sur justement cette notion de vide et là où peuvent se glisser dans ces interstices l'ennui pour l'enfant, le développement de l'imaginaire, etc. Oui, alors c'est vrai que là, on parle de l'enfant. N'hésitez pas, si vous voulez, à rapprocher un petit peu pour qu'on vous entende. Voilà. On parle de l'enfant de moins de 6 ans, donc c'est vraiment l'enfant, c'est pas pour rien non plus que la PMI s'occupe justement des enfants de moins de 6 ans, parce qu'il y a une spécificité de ces enfants. Quand on entend effectivement ce que vous dites sur la capacité à être seul, vraiment ça a été... ce qui est formidable en même temps et inquiétant, c'est qu'on connaît plein de choses sur le développement de l'enfant, et en même temps, on est à la période où ça pourrait pas bien se passer pour beaucoup d'enfants. Alors qu'on sait qu'il y a des... Maintenant, on le sait par les neurosciences, on le sait... Alors, il y avait des pressentiments, il y avait des psychanalystes comme Winnicott, par exemple, qui avaient pressenti des choses. Quand vous parlez, par exemple, de la capacité d'être seul, ça, c'est vraiment une notion de Winnicott. C'est-à-dire que tout doucement... Dans la continuité des soins, l'enfant a besoin, il y a plein de besoins. L'enfant, surtout avant 3 ans, il se construit. Donc, dans la continuité des soins, il va apprendre à. Vous pouvez nous rappeler peut-être ces besoins vraiment primordiaux Alors, le tout petit bébé, il arrive, qu'on appelle ça néothène. Ça veut dire qu'il arrive, il est prématuré. On est tous nés prématurés parce que notre cerveau aurait été trop gros. Donc, l'évolution a fait que nous sommes des prématurés. En tout cas, les gens qui ont résisté, c'est ceux qui sont nés prématurés. Donc, on aurait eu besoin de plusieurs mois de plus. Donc, l'enfant est né avec un bouillonnement cérébral considérable. C'est intéressant parce qu'en même temps, tout ce qui est autour de l'environnement va faire changer son cerveau, va faire évoluer son cerveau. En même temps, c'est une fragilité. Mais on connaît effectivement, on sait que l'enfant, il est vulnérable. C'est pas du tout un adulte en miniature. Il a un cerveau complètement différent. D'abord, il a beaucoup plus de neurones que nous, mais dans les 2 années qui viennent, il perd la moitié de ses neurones. Par contre, il fait 2 millions de connexions. Vous savez, les neurones, ils se connectent avec d'autres neurones. Il fait 2 millions par minute
dans les 2 années qui viennent. Donc en fait, ces neurones, il y a un élagage de neurones, mais il se connecte de mieux en mieux. Et donc c'est comme ça qu'il apprend. Mais il apprend avec l'environnement. Et c'est ça qu'on sait maintenant, c'est qu'il a ses gènes, mais en plus, il n'y a pas que les gènes qui traduisent comment il est, c'est aussi, il va se façonner à l'environnement. Il va faire des connexions plus ou moins bonnes. Donc c'est toute la sensibilité de ces enfants, on appelle ça des fois les 1000 premiers jours, autour de l'alimentation, mais autour aussi de l'environnement. Et là, on parle d'environnement des écrans qui est des fois très, très en difficulté. L'enfant, il faut qu'il retrouve ça. Il arrive là sur Terre, il faut qu'il retrouve une certaine, ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire qu'il arrive, il a eu chaud, il n'a pas eu besoin de manger, de digérer, de respirer, il faut qu'il récupère tout ça. Il se réadapte à tout ça. Il a besoin aussi qu'on le touche et qu'on le porte. Il a besoin d'être tenu, d'être contenu, d'être porté. Ça, c'est aussi Winnicott dans la tête des parents, mais dans la tête portée, bien portée, qui comprennent les contours de son corps aussi. Hein. C'est très important. Il a tous ses besoins. Il a besoin effectivement de continuité, c'est-à-dire que dans l'enfant, il ne faut pas qu'on soit trop discontinu avec lui. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, et au fur et à mesure, on met quelques petites surprises quand il grandit, ce qui permet qu'il va pouvoir avancer vers la connaissance. C'est Marcelli, Daniel Marcelli, psychiatre, qui dit surprise chatouille de l'âme. Mais en attendant, il faut déjà qu'il ait. C'est-à-dire quand il l'a fait, on s'occupe de lui. Enfin, vous voyez, toute la continuité d'existence, c'est Winnicott qui dit ça. Donc, tous ces besoins primaires de l'enfant, il a besoin, en plus, qu'on fasse filtre à ce qui se passe. Lui, il fait filtre. Il fait filtre, des fois, quand il en a assez, il ferme les yeux. Il voit qu'à 30 cm. Hein, parce que de toute façon, il n'a pas besoin d'aller voir la voiture ou l'avion, il a besoin de voir le visage de ses donneurs de soins, de ses parents. Hein. Donc tout ça, ça fait filtre. Les psychanalystes appellent ça le par excitation. Mais comment est-ce qu'on fait filtre à l'enfant? Hein. Moi, c'est ce que je pose comme question aux parents en consultation, tout simplement comme ça. Comment on fait filtre à l'enfant? Alors c'est vrai que là, les écrans arrivent et il faut qu'on pense à ce petit enfant, en particulier de moins de 3 ans, à qui il faut faire filtre de l'excitation, de l'activité. Vous parliez aussi de l'enfant est arrêté dans ses jeux, il a besoin de construire sa rapport au monde concret, en touchant, en étant porté.